Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. Je vous en parle dans un instant. Les années 80, ceux qui les ont vécues s'en souviennent avec nostalgie, tandis que les plus jeunes regrettent de ne pas avoir connu cette période. Microsoft Windows voit le jour pour la première fois, Nintendo sort la console de jeux vidéo NES, Coluche se présente aux élections présidentielles en France et musicalement, de nombreux tubes devenus intemporels sont créés à cette époque. I Want to Break Free de Queen, Take On Me de A.A., Billie Jean de Michael Jackson et ce titre que vous reconnaîtrez probablement en seulement quelques secondes. Sweet Dreams, c'est un morceau sorti par le duo britannique Eurythmics, composé d'Annie Lennox et de Dave Stewart. Et ils font un carton avec ce morceau. Il se classe numéro 1 dans le Billboard, devient single d'or en Amérique, double platine en Angleterre, mais mieux encore, il a réussi à perdurer dans le temps. Par exemple, en 2004, soit 21 ans après sa sortie, il intègre le classement des 500 meilleures chansons de tous les temps établi par le magazine Rolling Stone, et d'ailleurs, il figure toujours dans le nouveau classement 2024. Et pourtant, malgré cet énorme succès, à l'époque, le titre n'est pas si bien reçu par la presse américaine. Pire encore, le précédent single d'Eurythmics a même été censuré à la télévision américaine. La raison de cette censure et de la controverse autour du groupe, c'est l'apparence d'Annie Lennox. Tout au long du clip, elle apparaît dans plein de styles vestimentaires différents, styles mettant en avant son côté androgyne. Et ça va choquer l'Amérique. À partir de ce moment, une guerre froide s'engage entre Annie Lennox et les médias américains. Si de prime abord tout ça peut paraître un peu anecdotique, il se trouve qu'en réalité, Annie Lennox a bousculé les codes de l'Amérique de l'époque sur plusieurs plans et des choses vraiment intéressantes se cachent derrière l'histoire du groupe. Alors comment Annie et Dave ont-ils formé Eurythmics? Comment Annie Lennox a-t-elle choqué l'Amérique et comment le groupe a-t-il marqué l'industrie musicale? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais juste avant, il faut que je vous avoue quelque chose, j'ai fait une connerie. Il y a quelques années, je travaillais pour des musiciens, je faisais entre autres de l'enregistrement et du mixage, et je stockais mes petits projets sur mon petit disque dur SSD externe, et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et un jour, ce disque dur est tombé par terre. Et là, c'est le drame parce que mon Mac ne reconnaissait plus le disque dur. Avec toutes mes données dessus, j'ai eu la chance de les récupérer, mais ce jour-là, j'ai compris une chose, l'importance du cloud. Et DistroKid l'a bien compris aussi. C'est pourquoi ils ont développé InstantShare. InstantShare, c'est un cloud conçu pour les créatifs qui vous permet d'importer tout type de fichiers, des musiques, mais également des vidéos, des fichiers Photoshop et de les partager. En souscrivant à l'abonnement Ultimate de DistroKid, vous avez accès à 1 Tera sur InstantShare. Autant vous dire que vous serez tranquille. Évidemment, cet abonnement, il inclut tous les autres services de DistroKid, et en particulier, évidemment, la distribution en illimité de musique, et tout ça pour seulement 6,83 € par mois. Mais comme on veut vraiment vous faciliter la vie, on vous offre 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Pour en profiter, rendez-vous en description. Nous sommes en 1976 à Londres et Annie travaille en tant que serveuse dans un restaurant pour gagner de l'argent. Depuis enfant, elle nourrit le rêve d'être une musicienne, une artiste à plein temps. Elle a eu la chance de pouvoir s'évader de son milieu ouvrier natal pour rejoindre la capitale anglaise et y poursuivre un cursus à l'Académie royale de musique. Malheureusement, tout ça ne rapporte pas d'argent. Et aujourd'hui, Annie se bat surtout pour survivre. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce jour de 1976, dans le restaurant où elle travaille, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Un ami l'a mis en contact avec un certain Dave, un musicien et artiste dans l'âme lui aussi, et les a fait se rencontrer. Dave arrive au restaurant et il se trouve que son style très hippie de l'époque ainsi que sa consommation de drogue explicite font peur au patron d'Annie et à Annie elle-même. Mais finalement, les deux discutent et s'entendent très bien. Plus que très bien, c'est le coup de foudre immédiat. Très vite, Annie et Dave deviennent un couple et décident également de former un groupe ensemble accompagné de 3 autres musiciens. Ensemble, ils forment The Tourist. Et il se trouve que The Tourist va être un échec absolu.
La formation va sortir 3 albums en 2 ans et rencontrer un mini-succès dans les charts, mais globalement, ils ont énormément de mal à trouver un public et la presse joue en leur défaveur en les critiquant musicalement. Mais le groupe va s'acharner et travailler de 1977 à 1980 sans relâche, jusqu'à ce que la pression accumulée explose juste après un concert en Australie. Dès la fin de leur show, le groupe prend la décision de se séparer. Ils assureront la dernière date de leur contrat, mais après ça, The Tourist, c'est terminé. Dans l'avion les ramenant à Londres, Dave et Annie prennent également une autre décision difficile, mettre fin à leur couple. Et si vous pensez que là, ça ne peut pas être pire comme situation, vous vous trompez. Ça peut toujours être pire dans la vie. Comme promis, de retour à Londres, le groupe assure son dernier concert et joue devant 4 personnes. Dave et Annie s'apprêtent à rentrer chez eux sous la neige quand leur voiture tombe en panne. Le désespoir envahit Annie qui voit vraiment ses rêves d'enfant réduits à néant. Mais Dave, lui, est plus positif. Malgré son accord concernant leur séparation amoureuse, il tient absolument à ce qu'Annie et lui continuent de faire de la musique ensemble. Il veut qu'ils essaient au moins une dernière fois de réaliser leurs rêves. Et cette fois, il veut tenter un nouveau style, la musique électronique. Sauf que avec The Tourist, il faisait de la pop rock, donc il n'a aucun matériel pour faire de la musique électronique. L'ex-couple est déjà bien endetté, mais Dave convainc Annie de l'accompagner à la banque pour faire un prêt et acheter de quoi monter un nouveau projet musical. Par miracle, ils obtiennent 5000 livres de la banque et se mettent rien que tous les deux au travail. Ils nomment leur nouveau duo Eurythmics et c'est reparti pour un tour. Eurythmics sort son premier album en 1981 et c'est un échec. Annie a entre-temps sombré profondément dans la dépression après tous les événements de l'année 80 et la situation de l'ex-couple est de plus en plus précaire, notamment financièrement. Et puis, un jour, Dave compose une ligne de basse. Immédiatement, Annie, pourtant au plus bas, réagit. Cette ligne de basse lui parle. Elle se met à composer également. Le duo vient de créer l'ossature de Sweet Dreams. Ils amènent ce morceau en studio et le structurent. Annie écrit des paroles que Dave tente de rendre un peu plus positives. Le duo sent que quelque chose se passe. Ce single, c'est le bon. Ils se rendent donc chez RCA, leur maison de disques, et celle-ci refuse d'en faire un clip. Pour eux, le morceau n'est tout simplement pas un single. Il n'a pas de refrain, il ne coche aucune case des codes radiophoniques de l'époque. Qui dit pas de single dit pas de clip, qui dit pas de clip dit que Sweet Dreams sera un morceau comme les autres dans le nouvel album du groupe. Et ça, c'est embêtant, mais ils n'ont pas le choix, le duo accepte à contre-cœur et choisit 3 autres singles pour promouvoir l'album. This Is The House, le tout premier titre, sort le 2 avril 1982. Il n'attire pas particulièrement l'attention. Le deuxième, The Walk, sort le 18 juin et n'attire pas particulièrement l'attention non plus. Le troisième et dernier single sort le 8 novembre, c'est Love Is a Stranger et le clip est soumis à la toute dernière minute à MTV, une chaîne de télévision musicale. La chaîne ne prend pas le temps de le regarder, le diffuse et là, des images d'Annie, très masculines, apparaissent. Paniqué, MTV coupe la vidéo en plein milieu. S'ensuit un vide, puis une publicité. Le potentiel succès du dernier single est avorté. À l'époque, ce sont les singles qui permettent de vendre beaucoup d'albums. Là, les 3 singles du groupe n'ont pas vraiment connu de succès. La dernière chance du Eurythmics d'avoir enfin de la reconnaissance vient de s'envoler. Sauf que un homme, par hasard, va sauver le groupe de la dérive. L'album du Eurythmics sort donc le 4 janvier 1983 et un DJ de Cleveland va l'écouter et flasher sur un titre, Sweet Dreams. Il va diffuser la musique dans son émission et immédiatement le public va accrocher. Les retours sont vraiment bons. Annie et Dave retournent donc voir leur maison de disques qui accepte finalement leur demande. Le duo obtient donc le financement pour promouvoir et clipper l'ultime morceau de l'album, Sweet Dreams. Et pour ce clip, ils vont casser les codes. D'abord, parlons un peu de la place de la vidéo dans la musique. À cette époque, une immense nouveauté vient de faire surface dans l'industrie de la musique, c'est MTV.
Ça nous parle pas vraiment en France, mais MTV, c'est une chaîne de télévision américaine qui a été la première à diffuser des clips musicaux 24 heures sur 24. La musique était le cœur de la chaîne. Celle-ci est lancée en 1981 et c'est un énorme succès immédiatement et ça change profondément l'industrie musicale. Soudainement, le visuel, en l'occurrence la vidéo, devient aussi important que la musique en elle-même. Mais il y a un souci à l'époque. Les clips existaient bien avant MTV, mais ce n'était pas une pratique très répandue. Alors, au lancement de MTV, le temps que l'industrie s'adapte, il faut bien que la chaîne trouve de quoi diffuser toute la journée sans ennuyer les gens. Donc, les groupes commencent à produire un peu plus de clips, mais c'est pas encore très abouti, et il y a beaucoup de simples montages de concerts qui ne sont pas très intéressants visuellement. Mais Eurythmics, eux, ils vont embrasser pleinement ce changement et voir l'opportunité que représente la vidéo. Ils vont produire chacun de leurs clips en les pensant comme des œuvres à part entière, avec des scènes écrites et marquantes visuellement, que ce soit pour Love is a Stranger, le clip qu'a coupé MTV, mais aussi pour Sweet Dreams et pour beaucoup d'autres de leurs clips. Évidemment, ce sont loin d'être les seuls à s'engouffrer dans la brèche. L'exemple le plus connu et peut-être la vidéo qui a le plus marqué le monde de la musique est Thriller de Michael Jackson, mais malgré tout, on considère que Sweet Dreams fait partie de ces clips qui ont profondément marqué l'Amérique. Rien que le fait d'avoir pensé à faire les choses de cette manière contribue à bousculer les codes de l'industrie musicale qui est en plein renouveau à cette période. Et puis, évidemment, le contenu en lui-même des vidéos d'Eurythmics va bousculer les codes, notamment les codes de genre, créant certaines polémiques. Annie a une intention avec les vidéos, notamment avec le clip de Sweet Dreams. Elle veut être perçue à égal de sa moitié, Dave. Son objectif, comme ça l'était déjà dans Love is a Stranger, est simplement de dépasser les limites des genres. Pour ça, elle décide d'aller à l'encontre de l'image type de la pop star de l'époque et plus globalement de l'image type que la société à ce moment se fait de la femme. Ce n'est pas du tout la première à jouer avec les codes de genre. Avant elle, David Bowie ont déjà exploré ce genre d'image. Mais Annie est l'une des premières femmes à le faire et à avoir autant de visibilité. Et forcément, dans les années 80, en Amérique, ça ne va pas forcément hyper bien passer. La presse commence à utiliser le terme gender bender, un terme utilisé pour décrire une personne qui s'habille ou se comporte d'une manière qui n'est pas considérée comme typique de son sexe. Si le terme à la base n'est pas insultant, il va le devenir. Quand les médias qualifient Annie Lennox de genderbender, c'est clairement une insulte. Les médias la rabaissent et surtout la voient comme une blague, comme une caricature. Des rumeurs prennent également énormément d'ampleur à cette époque, notamment sur le fait qu'elle ait changé de sexe. Le point culminant de tout ça, c'est lorsqu'on lui demandera son passeport publiquement pour confirmer qu'elle est bien une femme. Et face à ce genre de réaction médiatique, en tant qu'artiste, il y a plusieurs manières de réagir. Annie, elle va choisir la ruse. En 1984, le groupe est nommé aux Grammy Awards et est invité à y donner une prestation. Et ce jour-là, Annie arrive sous le personnage de Earl, un personnage très proche physiquement de celui de Elvis Presley. Vous voulez que je sois un homme ? Très bien, je vais être un homme. Évidemment, cette prestation donnera encore du grain à moudre à la presse américaine. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que les débats et les polémiques sont presque les mêmes aujourd'hui, que ce soit les débats autour du genre des artistes, voire de leur orientation sexuelle. Vous le savez, ceux qui ont déjà regardé des vidéos de moi connaissent la conclusion à laquelle j'arrive dans beaucoup de vidéos. L'histoire est un cycle. Et c'est pourquoi, par exemple, en 2011, Lady Gaga s'est présentée dans cette tenue aux Grammy Awards. Bref, tout est cyclique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. C'était Lovie. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.